Titre du livre numéro 7, Les Immortels. Auteur et image, Ammar Belmostefawi. Avertissement. Toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages réels est fortuite, involontaire. Quatrième de couverture. Que se passe-t-il quand on va contre notre destinée ou contre nature? Quel châtiment nous attend? Pensez-y, pendant qu'il est encore temps. Tout ce qui est poussière finira poussière d'étoiles. Ammar Belmostefawi. Introduction. Rien de pire que d'être retrouvé mort à son bureau, sur son lieu de travail. Je vous laisse deviner où je me suis réveillé. C'est le pire réveil que puisse connaître un être humain. Je me suis ressuscité 6 pieds sous terre dans mon cercueil. Ce fut pour moi un second souffle. J'exerce dans un centre de recherche dans le sud de la capitale. Je suis mathématicien. Du moins, c'est une de mes spécialités. Je suis aussi réputé en biologie. J'ai sorti plusieurs études d'analyse et de recherche sur certaines espèces ayant des spécificités particulières. Je n'aurais jamais dû aller contre nature, contre la loi bioéthique. Malheureusement, ils m'ont trouvé. Ils pensent m'avoir suicidé en tentant d'empoisonner ma nourriture. Alors qu'ils pensent que je suis mort, je vais pouvoir mener ma mission à bien. Celle de révéler au grand jour la possibilité de rendre immortels les hommes. Comble de l'ironie, je viens de réchapper à la mort. Cela relève du miracle. En fait, pas autant que cela. C'est moi qui a orchestré mon décès. Cela a arrangé beaucoup de monde. De plus, cela allait me permettre de ne plus avoir à perdre mon temps avec mon entourage, mes ennemis, toutes ces personnes qui ne comprendraient pas mon projet et ma volonté de perpétuer l'espèce sur le globe et sur d'autres planètes. J'ai créé les Titans. Comment m'est venue cette idée? Tout d'abord, j'adore la mythologie. Quand on utilise le terme titan, on imagine des hommes hors normes sur tous les plans, tant sur le plan intellectuel que physique. C'est exactement ce que j'ai créé. Des hommes, 1,5 fois plus résistants que la moyenne, avec cette particularité de pouvoir régénérer leurs cellules. Entrons directement dans le vif du sujet. La plupart des enlèvements de femmes et d'hommes scientifiques de tout âge sont causés par une organisation basée dans le désert algérien, dans la ville interdite de Séphar. C'est le propre d'une organisation internationale qui veut faire des essais secrets de haut niveau. Des scientifiques sont donc déportés dans cette région déserte emplie de mystères pour réaliser leur expérience. Cette zone est connue pour être la 8e merveille du monde. Un fragment de la pierre noire a été dérobé par mes soins afin de créer une nouvelle espèce humaine. Le dernier qui a tenté de créer une nouvelle race d'hommes, ou qui a voulu mettre en avant une population de guerriers, en leur délivrant ce qui s'avère être des drogues, pour franchir en un temps record les frontières ennemies, a commis les pires atrocités et même un génocide. En 1938, un laboratoire allemand a mis au point une drogue opiacée connue sous le nom de cristal, sorte de méthamphétamine. Moi, je l'appelle la pervitine. Cet homme connu de tous s'est suicidé dans son bunker, ce qui a symbolisé la fin du Troisième Reich. Je ne cautionne pas du tout ces actes horribles. Tout être humain a le droit de vivre et de mourir naturellement. Personne ne doit décider de votre mort en aucun cas. Aucune raison, encore moins celle qui est économique, ne doit être une justification de se débarrasser de la population. Pourquoi avoir créé les immortels? Pour nous protéger, pas forcément d'une menace extérieure, mais plus pour nous protéger de nous-mêmes. L'humain ne réfléchit pas sur le long terme. Il est dans le plaisir immédiat, dans l'émotion. La logique n'est plus au rendez-vous. Il faut donc une tutelle, des personnes à même de prendre de bonnes décisions stratégiques pour un pays et même pour le monde. Je dois pour cela supprimer l'organisation qui veut contrôler notre Terre. Je ne pourrai le faire qu'avec l'aide des titans.
Pour le moment, je dois sortir de ce trou et de ces 4 planches dans lesquelles je suffoque. Réveil dans un cercueil. Mon fils adoptif, Saturnin, est venu me sortir de ce trou. Il était temps. Ce fut un réel cauchemar. Pour sortir de terre, j'ai dû mettre ma veste sur mon visage afin d'éviter d'absorber trop de terre lors de mon déterrement. Heureusement que le cercueil était de bonne qualité. Le plus difficile pour Saturnin fut de creuser pour m'extirper de cet espace confiné où je commençais à paniquer, à suffoquer, lié au manque d'oxygène. Mais j'ai contrôlé ma respiration, comme je le fais souvent lorsque je travaille ma méditation. Je crois que Saturnin, malgré son calme apparent, était encore plus pressé que moi de me faire sortir de ce lieu étroit. La substance que j'avais absorbée, afin de faire croire à un arrêt cardiaque, avait parfaitement joué son rôle. Un peu trop dosé, et cette potion pouvait me tuer définitivement. Sauf si on me prouve le contraire, nous n'avons qu'une vie à l'exception près des jeux virtuels dans lesquels on peut recommencer la partie. Moi, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je jouais ma vie dans ce monde réel. Une fois sorti de ce cimetière, je me rendrai à mon laboratoire secret et je détruirai toute preuve écrite de mes expériences. Je ne veux pas me laver de toutes ces manipulations génétiques. Je veux juste que cela ne tombe pas entre les mains de mes collègues. Certains d'entre eux pourraient chercher à tenter de s'enrichir avec mes recherches et essayer de me salir. Vous savez comment cela se passe avec l'appât du gain. Maintenant que je me suis extirpé de ce lieu sombre, il nous faut refermer ce trou afin de n'éveiller aucun soupçon. Tout doit être fait à la perfection afin de masquer mon décès. Heureusement que je suis épaulé par celui que je considère comme mon fils. À plusieurs reprises, nous avons entendu des bruits dans ce lieu censé être sans vie. À un moment, j'ai même cru rêver. J'ai vu de mes yeux une brouette poussée par un homme avec le corps d'une femme dedans se déplacer dans ce lieu de repos éternel. Pour moi, tous les cimetières sont hantés. Et c'est un grand scientifique qui vous affirme cela. J'en suis la preuve. Je suis maintenant considéré comme mort-vivant. Ce fut un véritable calvaire de remplir ce trou. Fort heureusement, Saturnin est une force de la nature. Lui n'est pas né dans le désert d'Algérie, dans la ville de Séphar. Mais il est un des tout premiers titans. Il mesure 1,98 m pour 120 kg de muscles. Il est comparable à une machine de guerre humaine, faite de chair, sorte d'humain amélioré à tous les niveaux, tant sur le plan physique qu'intellectuel. Qui a dit qu'il était impossible d'associer muscles et cerveau ? Sa mère est morte. Quant à son père, il n'est pas informé de son existence. Il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Je rentrerai plus dans le détail par la suite. Pour le moment, je dois détruire toute trace de mes projets. Le centre dans lequel nous devons nous rendre se situe dans le sud de la capitale. Plutôt discret, il est sécurisé par des caméras, mais pas de présence physique d'agents protégeant le site. Connaissant par cœur ce labyrinthe de couloirs, nous allons y entrer par effraction en passant par l'observatoire. Si nous croisons qui que ce soit sur notre chemin, nous n'aurons pas d'autre choix que de mettre fin à ces jours. Nous sommes à quelques mètres de mon ancien bureau. Si seulement j'avais eu le temps de me débarrasser de mes fichiers avant qu'ils ne tentent de me supprimer. Tout s'est bien passé jusqu'à présent. Sauf que ce que je considère comme mon ancien collègue a décidé de travailler tard ce soir. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est à 2 doigts de perdre la vie. S'il nous aperçoit, je n'aurai pas d'autre choix que de le faire tuer par le colosse de Saturnin. Il suffira d'exercer un coup sec sur la tête de mon collaborateur, entre les mains du titan, pour supprimer la vie de mon ancien collègue de laboratoire. J'espère ne pas en arriver à cet extrême. Pendant que mon ami à blouse blanche réfléchit de manière intense, qu'il caresse ses longs cheveux, façon pour lui de réfléchir, nous avons pu entrer dans mon bureau sans encombre. Pendant que Saturnin surveillait les environs, j'ai allumé mon ordinateur, composé mes codes secrets et j'ai récupéré les fichiers sur un support
avant de tout effacer et d'introduire un virus dans mon personal computer. Une mission de fini. Il y en a d'autres à accomplir. Visite surprise à la maison familiale. Nous allons nous rendre dans mon laboratoire clandestin. Ce logement n'est pas à mon nom afin de ne pas attirer les soupçons. Il est au nom de Saturnin. Ainsi, j'ai peu de chances qu'il trouve mon laboratoire secret localisé dans le sous-sol de cette maison, située en plein milieu des autres résidences de particuliers. Tout est fait pour ne pas attirer l'attention. Mais avant, j'ai demandé à mon fils que nous fassions un détour et de passer devant mon ancienne habitation familiale. Ma femme doit avoir le cœur brisé en pensant que j'ai quitté ce monde. Je n'avais pas le choix. Je me devais de la protéger de tout soupçon. Nous n'avons pas d'enfant. Saturnin ne connaît pas cette femme qui est mon épouse. Il ne m'a jamais posé de questions sur ses vrais parents biologiques. Sa mission est autre. Exécuter mes ordres de sang-froid. Pendant que je me rapproche de la maison, j'aperçois à travers les vitres ma femme se dévêtir de ses vêtements noirs qui ont un double rôle. Celui de cacher ses formes et de marquer son deuil lié à ma disparition. Au même moment où le Titan me fait remarquer qu'un des véhicules de mon collègue est présent devant mon ancienne habitation officielle, je remarque un de mes anciens collaborateurs du service vie s'approcher de ce que je considérais comme mon épouse. Drôle de façon de commémorer mon deuil. Ils sont sur le point de partager un moment charnel que je vais écourter à ma façon. Pour les personnes qui n'ont pas d'âme, je vais utiliser le feu qui n'a pas d'ombre. Il y a toujours une place en enfer pour ces personnes avec qui j'ai partagé plus de 20 ans de ma vie. Je pense avoir passé plus de temps de mon existence avec mon collègue qu'avec ma femme, mais une chose est certaine. Je vais mettre fin à 2 collaborations. Celle qui me liait par le mariage et l'autre en rapport avec ma fonction de scientifique. Comment un ami de longue date avait-il pu me trahir de la sorte ? D'un signe de la main, mon fils adoptif, qui ne me trahira jamais, est parti chercher de quoi faire un barbecue dans le coffre de notre véhicule volé. Lui au moins, c'est une valeur sûre. J'ai mal au cœur. Je suis décidé à les faire périr par les flammes. Mon fiston est revenu avec 2 gros bidons d'essence remplis à ras-bord. C'est moi qui possédais le briquet. Un feu de la Saint-Jean allait avoir lieu plus tôt que prévu dans ce petit hameau. Pas de sentiment. C'est moi qui fais ma propre justice. Le grand gagnant sera l'État. Il héritera de mes biens, ou du moins, ce qui restera de cet incendie. Pas ma femme. Juste avant que nous ayons eu le temps d'arroser la maison d'essence, 3 camionnettes sont arrivées silencieusement, ont déchargé une dizaine d'hommes, les fameux brassards rouges. C'est la première fois que j'en vois. Malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois. J'ai laissé le soin au géant doté, silencieusement, la vie des 3 chauffeurs avec sa lame, pendant que moi je prenais le temps et le soin de boucher, de bloquer toutes les entrées, avec ce que je trouvais sous la main. Une fois sa besogne terminée, en silence, Saturnin m'a aidé à faire le tour de la maison avec les bidons d'essence. À l'intérieur de mon ancien habitat, un interrogatoire avait lieu. Je prenais plaisir à voir ces mercenaires enfoncer leurs lames de couteau dans la chair de mon ancien coéquipier, afin qu'il dévoile où se cachaient les documents secrets. Vous imaginez bien que je n'avais pas parlé de mon projet à ma femme. J'étais un minimum confiant, mais aussi un minimum méfiant. Évitez au maximum de mélanger professionnel et personnel. C'est un conseil que je vous donne, surtout dans le domaine de la recherche et développement. J'ai rapidement compris que ces hommes me cherchaient. Ils étaient parvenus à mettre un nom sur celui qui avait réussi à leur dérober le morceau de la pierre noire afin de créer les titans. Ils savaient sûrement également que j'avais caché l'existence d'un immortel depuis maintenant plusieurs années. Ils devaient être fortement contrariés par la situation. Comment un seul scientifique avait-il réussi à les berner durant tant d'années ? Pendant que les brassards rouges interrogeaient mon ex-collègue avec une lame plantée dans le ventre, que ce dernier perdait son sang, ma femme les suppliait d'arrêter le massacre.
Elle annonça que j'avais été tué empoisonné sur mon lieu de travail par ses soins et celui de son amant. Elle déclara que j'étais mort et enterré au cimetière depuis ce jour. Un des commandos demanda l'adresse du lieu où mon corps est censé reposer en paix. Mon ex-épouse donna la localisation exacte sans hésitation. Même mort, on n'est jamais tranquille. Elle avait tout de même respecté mes dernières volontés, celle de ne pas me faire incinérer. Après avoir pris le soin de noter les informations, pendant qu'un des militaires s'acharnait sur mon ex-collègue, en portant un nombre de coups de couteau invraisemblable sur sa victime, ce que je considère le chef du groupe prit un malin plaisir à égorger ma femme, pardon, mon ex. Il faut que je me fasse une raison. Nous avons nous aussi pris le temps d'arroser toute la maison d'essence. Personne ne devait sortir vivant de cette belle et grande maison. Personne. Il fallait qu'ils soient tous brûlés vifs sans exception. Comment aurais-je pu penser un instant que c'était mon épouse, celle que je considérais comme ma moitié, qui avait tenté de m'empoisonner avec la complicité de son amant? Dire que je pensais que c'était les brassards rouges qui voulaient me faire disparaître à tout jamais. Je vous jure que c'est impressionnant la vitesse à laquelle une maison prend feu. Les seules personnes qui ont réussi à se hisser à l'extérieur, en se défenestrant, ressemblaient à des torches en mouvement. Les cris prenaient le dessus sur le crépitement du feu qui ravageait tous les biens meubles de cette demeure. Cette odeur de cochon grillé commençait à me prendre le nez, et une soudaine envie de vomir me fit quitter ce moment de plaisir, celui de jubiler face à la mort de mes meurtriers. Comble de l'ironie, ma femme était partie avant moi. J'étais sorti outre-tombe me venger de mon propre homicide, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Dans ma situation, personne ne peut me juger, ni vous ni un juge. Pourquoi ? Parce que je suis déjà mort. Laboratoire clandestin. Nous y sommes enfin. En un laps de temps aussi court, j'aurais connu plusieurs événements. Ma tentative d'empoisonnement que je croyais venir des brassards rouges, ma sortie de terre, ma renaissance, le fait d'être trompé par ma femme avec mon meilleur collègue, le meurtre de mon épouse, ainsi que de son amant, sous mes yeux et l'incendie de ma maison, pour laquelle je m'étais endetté des années durant pour que madame puisse avoir son petit confort et négocier une paix dans mon couple. Le feu avait tout dévasté et ma femme avait connu un sort tragique. Mourir égorgée et brûlée. Tout était parti en cendres. Cette expression prend tout son sens. Ce qui est poussière redeviendra poussière. Une étude énonçait que les personnes redoutent deux façons de quitter ce monde. Par le feu et noyé. Ma moitié avait tiré le gros lot. Pardonnez-moi, je suis encore sous le coup de l'émotion. Revenons à mon laboratoire clandestin. Personne n'y avait accès, pas même Saturnin. Il faisait au total 100 mètres carrés. J'y cultive des embryons. Quand j'ai demandé à mon fils de m'accompagner dans le sous-sol, ce dernier m'a jeté un regard afin d'être sûr de mes dires. Je n'ai plus rien à perdre. Ma mission est purement idéologique. Je n'avais plus rien à cacher à qui que ce soit. Après avoir composé le code d'accès 2008, la porte blindée a coulissé. C'est la première fois que je vois le géant étonné par la situation. On pouvait y voir sur ce petit plateau, non pas une plantation de cannabis, mais plutôt une culture d'embryons. Quand le titan m'a demandé qui étaient tous ces fœtus, j'ai expliqué que c'étaient ses frères. Il me posa une autre question. Pourquoi n'a-t-il pas de sœur ? Sa question peut vous paraître idiote, mais elle est loin de l'être. En effet, il y avait une raison. Une femme est plus résistante à la douleur et, généralement, vit plus longtemps que les hommes grâce au progrès de la médecine en termes d'accouchement. Ce sont déjà des forces de la nature. Il faut voir toute souffrance que peuvent endurer les femmes. Elles sont la matrice et un homme ne pourrait pas supporter les douleurs liées par exemple à un accouchement. Il aurait déjà rendu l'âme au bout d'à peine 5 minutes de souffrance. J'ai demandé au titan de me tendre son bras. Sans broncher, il s'est exécuté. J'ai enfoncé ma seringue dans une de ses veines apparentes pour y prélever le fameux sang permettant de donner vie à ses progénitures, mélange de merveilles biologiques et technologiques.
Leur temps de gestation est réglé sur 9 mois, mais ils sortiront de ces ventres de verre en ayant un âge de 6 ans. Comme je vous l'ai déjà signalé, ils seront des humains augmentés, améliorés sur tous les points. Il me reste un peu moins d'un mois pour que ma mission soit menée à bien. Ensuite, j'aurai en ma possession une armée de titans composée de 30 individus. Ils possèdent tous la même mère biologique et Saturnin est en quelque sorte leur grand frère. De toute manière, à 30 ans, ils ne vieillissent plus. Si vous ne les tuez pas, ils peuvent demeurer sur Terre sans fin. Je coupe les lumières et tel un homme qui observe des étoiles, je regarde tous ces embryons plongés dans un liquide vert fluo. Si les humains sont capables de s'autodétruire, les colosses sont prévus pour faire le contraire. Plus ils s'accoupleront, plus ils formeront une nouvelle espèce. Moi qui avais travaillé de nombreuses années sur le projet Vie, je devais attaquer mon ennemi avant qu'il ne m'ôte la vie le premier. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je suis seul contre tous, mais je possède de la suite dans les idées. Pour le moment, je devais envoyer le titan sur les lieux de l'incendie et à l'endroit où je suis supposé être enterré pour tenter de garder un train d'avance sur les brassards rouges. J'ai donné à mon fils sa tenue lui permettant d'être non visible à l'œil nu et je l'ai envoyé surveiller les lieux. Je vous expliquerai plus tard d'où vient cette tenue de camouflage assez particulière. Pendant ce temps, je devais vérifier tous mes calculs pour être sûr de ne pas injecter le mauvais programme et dosage pendant la période de gestation de ces embryons. Aussi, en attendant, je devais préparer mon long périple et nos sacs à dos pour rejoindre le désert de Séphar. Si tout se passe bien, à mon retour, les 30 clones seront opérationnels pour la conquête du territoire. Encore faut-il que je revienne vivant de cette mission à haut risque. Le retour du Titan est notre déplacement à l'étranger. Il fallait s'y attendre. Les brassards rouges ont débarqué encore plus nombreux sur les lieux de l'incendie. Une analyse ADN est en cours afin de tenter de savoir à qui appartient le corps carbonisé retrouvé à côté de ce qui semble être celui de mon épouse. Le doute subsiste. Ils ne savent pas si c'est un autre homme ou si c'est moi. Cela me laissera le temps de quitter la capitale, à bord d'une voiture volée, pour l'Algérie, plus précisément sur le plateau de Tassili El Najer. Nous devons tout de même faire vite, ne pas perdre de temps, car les brassards rouges sont déjà venus se recueillir sur ma tombe, et ils ont surtout vérifié si je m'y trouvais encore. Les brassards rouges vont sûrement se rendre au centre de recherche basé dans le sud de la capitale. Ils ne le savent peut-être pas encore, mais j'ai déjà détruit toute trace de mon travail. Coûte que coûte, je dois garder une longueur d'avance. Nous partirons pour Marseille cette nuit. Pour notre trajet, nous avons choisi une voiture fiable et puissante, un RS6 volé. Pendant que je dormirai, mon fiston nous amènera à bon port. Lui n'a quasiment pas besoin de se reposer, contrairement à moi. Après une longue nuit de route sans arrêt, nous avons abandonné notre véhicule à proximité du port de Marseille. Après une tentative avortée pour monter sur un ferry, nous avons réussi à monter dans le second. Le mode opératoire était simple. Monter sur un des bateaux à destination d'Alger, vêtus de nos tenues de camouflage furtives. Ce qui paraissait être une modalité fut réalisé non sans difficulté. Dès les premiers ferrys à disposition, la population se rue pour traverser la Méditerranée. De plus, j'ai eu le mal de mer. J'ai vomi toutes mes tripes. Difficile dans ces conditions de passer incognito sur un bateau. Arrivés à bon port, nous avons été accueillis très chaleureusement par celui que je nomme mon oncle. Cet homme est très intelligent. Il a réalisé des études en France et à Londres. À la retraite, il possède plusieurs sociétés, une boulangerie, un hammam, une société dans les travaux publics. C'est une personne combative, partie de rien, que j'ai toujours vue accompagnée de son sourire. Ses yeux clairs vous rappellent la pureté de son âme. Comme à chaque visite de ma part, son accueil fut très chaleureux. Accompagné du Titan, cela n'a pas été un problème à ses yeux de nourrir une personne de plus dans sa résidence de 3 étages. Pendant toute la durée du séjour,
Nous avons donc résidé à l'étage prévu pour les hommes. Le second étage était réservé aux femmes et la terrasse servait surtout à étendre le linge pour le faire sécher. Il y avait de quoi apprécier le séjour dans cette ville de plus de 220 000 habitants. Mais cette fois-ci, je n'étais pas présent exclusivement pour profiter des magnifiques paysages variés de l'Algérie. Notre mission était tout autre, celle de s'introduire dans le centre de recherche basé dans la ville de Séphar et libérer la population qui pouvait être retenue pour mener à bien le projet des brassards rouges. Une partie de mon travail avait été volée, piratée, par des informaticiens présents sur ce site. J'ai fini par m'en rendre compte alors que je travaille sur le site le plus protégé de France contre les cyberattaques et qui regroupe les plus grands scientifiques du pays et du monde. Une fois, j'ai vu mon curseur bouger tout seul alors que j'étais censé être en pause déjeuner. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai donc alimenté mes recherches, ou du moins, ce qui y figurait, par des fausses pistes et informations afin de tromper ceux qui m'espionnaient. Nous avons peaufiné un plan pour nous rendre dans la ville interdite. Notre déplacement devait être discret, ne pas attirer l'attention. Hors de question pour nous de voler un véhicule tout-terrain. Notre hôte voulait nous accompagner, nous aider dans notre démarche. Sa fille, ingénieure en informatique, avait disparu et une information avait fuité que sa propre fille était détenue dans ce centre de recherche aussi secret que ce site. Séphar est un site éloigné de tout et même de la capitale. Il se situe à environ 1758 km d'Alger. Sa spécificité, c'est l'un des lieux le plus troglodytique au monde. La ville est composée de plus de 5000 maisons caverneuses et plus de 15 000 peintures murales et gravures datant de plus de 20 000 ans. Cette ville se situe à la frontière proche de la Libye. Nous avons donc pris la route après m'être remis de mon déplacement en ferry. Il m'aura fallu 3 jours pour me remettre de cette traversée de la Méditerranée. Et le plus difficile restait à venir. Les paysages traversés étaient magnifiques. Déjà, dès notre arrivée, il y avait la mer comme panorama. Ensuite, ce fut les montagnes, le désert. Des arbres étaient visibles et avaient été plantés le long de la route afin de bloquer, ou du moins, freiner l'avancée du désert. Il nous aura fallu 3 jours de route pour arriver à la ville la plus proche de Séphar. La ville de Djanet fut notre dernière escale. Maintenant, il nous fallait nous faire encore plus discrets dans cette ville d'environ 10 000 habitants. Nous ne pouvions rester trop longtemps dans notre hôtel au risque de nous faire remarquer par les services secrets de ce pays, considéré comme l'un des meilleurs au monde. Nous devions nous approvisionner suffisamment en eau et en nourriture afin de nous rendre au dôme. Séphar cachait un autre secret. Un énorme dôme en verre abritant une ville secrète. Ce désert cachait un oasis, un paradis, dans ce désert insoutenable à cause de sa chaleur. Impossible de s'approcher trop près de ce centre au risque de se faire remarquer. Des gardes sont toujours à proximité du dôme. C'est un peu comme la zone 51. Heureusement que nous possédons nos tenues furtives afin de nous approcher de ce centre. Une fois que nous serons déposés à quelques kilomètres de la bâtisse en verre, nous devrons trouver un moyen de pénétrer dans ce bâtiment. En plus de nous mettre à découvert, nous devions tenter de pénétrer dans ce paradis terrestre. Rien n'était gagné, pas de stratégie mise en place. Nous aviserons une fois sur les lieux. Notre chauffeur, qui avait été notre hôte, voulait entrer dans le dôme avec nous afin d'y retrouver sa fille enlevée 2 ans plus tôt. Il voulait revoir une de ses 7 filles, une informaticienne de génie. Cela ne fut pas possible, car nous n'avions que 2 tenues de furtivité. Aussi, si par chance il arrivait à s'introduire dans le bâtiment, il n'en ressortira pas vivant, et encore moins avec sa fille. La seule chose que cet homme pouvait faire, c'est nous faire confiance. Il devait nous attendre à notre hôtel, dans la ville de Djanet, et se tenir prêt à ce que nous le rejoignions et que nous nous sauvions de cette zone en catastrophe.